Qu'est-ce qui différencie une viande rouge d'une viande blanche? C'est la question à laquelle nous allons simplement répondre dans ce nouveau contenu tiré du guide Blueness et qui s'intéressera notamment aux meilleures viandes pour la santé et la longévité en diète keto, carnivore, paléo, méditerranéenne et plus globalement anti-inflammatoire. Dans cette nouvelle partie du guide, consacrée donc aux viandes, on va essayer de lever le voile sur les différents morceaux de viande à privilégier pour mettre toutes les chances de notre côté sur le plan de la longévité en bonne santé, ainsi que sur le maintien d'un poids sain. Ce nouveau contenu dédié aux viandes est divisé en plusieurs sous-chapitres dont vous retrouverez le sommaire directement sur le site blueness.com. Et le premier sous-chapitre est donc celui-ci, à savoir la distinction entre viande blanche, viande rouge et tripes. Quelles sont les meilleures sources alimentaires de viande rouge et de viande blanche pour la santé, la longévité, le maintien de la masse musculaire et le maintien d'un poids sain? En fonction de plusieurs facteurs comme la biodisponibilité en protéines des viandes, en fonction des bienfaits santé de ces viandes, du profil nutritionnel des viandes et de leur répartition en acides gras, en protéines et en lipides et leur propension à ne pas générer de l'inflammation. C'est à ces questions absolument capitales pour la santé, la longévité et le tour de taille qu'on va essayer de répondre dans dans cette nouvelle grande partie exceptionnelle du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour l'être humain. Et nous allons essayer de l'étoffer et de la rendre de plus en plus complète au fil du temps, cette nouvelle grande partie. Ici, on va donc découvrir qu'il n'y a pas que les steaks bon marché et les tranches de blanc de poulet que l'on peut consommer en alimentation keto-méditerranéenne ou en diète carnivore ou paléo. Loin de là, ce serait même plutôt contre-productif de ne privilégier que ces produits-là, car ils n'apporteraient pas ce qu'il faut en termes de micronutriments, et leur profil nutritionnel est loin d'être le plus intéressant pour la santé, la satiété et la vitalité, surtout quand on est dans une diète pauvre en glucides. Faisons quelques rappels tout d'abord sur les protéines. On l'avait vu dans les chapitres précédents du guide qu'il existait des apports en protéines qui sont considérés comme optimaux et relativement intangibles en fonction de l'âge, de la corpulence et des objectifs de chacun. On a vu aussi que les protéines étaient des chaînes d'acides aminés essentiels et donc il était impossible pour nous de faire l'impasse dessus, d'autant plus que beaucoup de gens sont souvent légèrement déficients en protéines, comme on l'avait vu dans le chapitre consacré aux carences en protéines. Ensuite, on avait passé au crible la liste des aliments protéinés les plus biodisponibles, en montrant donc qu'il existait des sources alimentaires plus efficaces que d'autres dans l'assimilation et l'utilisation par l'organisme de ces protéines. Ça ne signifie pas qu'il faille bannir certains aliments, mais qu'il semblerait judicieux au moins d'en prioriser certains, tels que la viande, les œufs, éventuellement le fromage pour ceux qui le tolèrent, et que l'on peut utiliser d'autres sources de protéines en supplément, comme les légumineuses par exemple. Enfin, on a également vu que le fait de prioriser la consommation de viande ne signifiait pas qu'il faut en manger en excès. Donc CF, le chapitre sur les signes d'apport excessif en protéines, notamment animales. Et qu'il est encore moins judicieux d'en consommer à des moments inopportuns. Et on verra tout ça dans un contenu qui sera dédié à la chronobiologie humaine. Mais avant de traiter cette partie sur la chrononutrition, et maintenant qu'on a compris l'importance pour la longévité de consommer des produits hautement biodisponibles en protéines, comme les œufs, la viande, certains produits laitiers et éventuellement les légumineuses, il est temps de s'intéresser à la qualité de ces aliments protéinés, toutes choses étant égales par ailleurs. Dit autrement, le fait de savoir que la viande rouge, par exemple, est très biodisponible en termes de protéines, ne répond pas à la question de savoir quelle viande rouge privilégier. Et pour répondre à cette question, on dispose de plusieurs niveaux de lecture. Le premier critère consisterait à savoir quel animal on va privilégier pour la consommation humaine en fonction du profil nutritionnel et des bénéfices santé de l'animal choisi. Le second critère, ce serait de savoir quelle coupe de l'animal on va privilégier, quelle pièce, toujours en fonction du profil nutritionnel et des bénéfices santé. Donc en fait, quel morceau de l'animal. Et enfin, il est important de s'intéresser au mode d'élevage de l'animal afin de savoir si celui-ci a été correctement nourri, afin qu'il ait un profil lipidique intéressant pour la santé. Et on verra ça dans les contenus à venir. Donc si une viande, un œuf ou du lait issu d'un animal élevé en batterie qui a été dans un état de torpeur de par son mode d'élevage et qui est donc riche en graisses oméga 6 pro-inflammatoires, donc si on part de
de cet aliment-là, on n'aura pas la même qualité qu'un aliment qui est issu d'un animal qui aura été correctement nourri, la majeure partie du temps au moins, et qui aura vu le jour. Les deux aliments auront également un prix différent, sauf qu'une viande de mauvaise qualité sera susceptible de causer des dégâts inflammatoires terribles sur l'organisme, ce qui pourrait avoir des effets délétères à long terme sur la santé et la prise de poids. Tandis qu'une viande de bonne qualité pourrait mieux mettre en tout cas toutes les chances de notre côté pour faire face aux maladies métaboliques. On va donc répondre à des questions relatives non plus à la quantité théorique de protéines qu'on pourrait consommer en fonction de tel ou tel objectif, c'est ce qu'on a fait avant, hein, mais plutôt à la qualité des aliments riches en protéines, ce qui nous amènera ainsi à l'aspect typiquement méditerranéen, relatif aux fameuses zones bleues, de façon à tendre le plus possible vers un mode alimentaire qui soit proche de ce qui a pu être consommé dans ces régions du monde où l'espérance de vie en bonne santé battait des records. Et dans ces régions, justement, les bêtes étaient correctement nourries et idéalement élevées. Dans cette nouvelle partie du guide, qui se voudra pratico-pratique, on va donc lister les meilleures viandes rouges et les meilleures viandes blanches en diète keto-méditerranéenne en fonction des bénéfices santé. Et dans les chapitres à venir, on va s'intéresser au label à privilégier, c'est-à-dire au mode d'élevage. On va partir du postulat ici que les morceaux suggérés respectent les modes d'élevage qu'on va lister dans le chapitre suivant. Et si ce n'est pas le cas, on proposera quelques alternatives. Mais avant d'attaquer la liste ultime des meilleures viandes pour la santé, faisons quelques rappels fondamentaux sur la viande qui pourraient sembler anodins pour les anciens, mais qui sont en train de tomber dans l'oubli pour les nouvelles générations. Tout d'abord, qu'est-ce que la viande ? La viande, c'est la chair animale consommée pour les apports nutritionnels, notamment principalement sous forme de protéines. Ça inclut les muscles, parfois les organes, et la viande constitue une source essentielle donc, d'acides aminés, donc de protéines, de vitamines, notamment B12, et de minéraux, donc du fer, du zinc, etc. Les viandes se déclinent en plusieurs types selon l'animal et la couleur de la chair, notamment la viande rouge d'un côté et la viande blanche de l'autre, chacune ayant des caractéristiques nutritionnelles et des effets différents sur la santé. Alors, quelle est la principale différence entre la viande rouge et la viande blanche ? C'est principalement la teneur en myoglobine, une protéine qui teinte les muscles en rouge et qui transporte l'oxygène dans les muscles. Donc, plus la viande est riche en myoglobine, donc en cette protéine qui va colorer les muscles en rouge et qui va transporter l'oxygène dans les muscles, plus la viande est foncée et donc identifiée comme rouge. Exemple, le bœuf, l'agneau, le cheval. La viande blanche, quant à elle, contient peu de myoglobine, ce qui lui donne finalement une teinte plus pâle. Par exemple, le poulet, la dinde ou le lapin. Donc la viande rouge inclut le bœuf, l'agneau, le porc selon certaines classifications. C'est une viande plutôt riche en fer et en myoglobine, et elle présente une couleur rouge plus ou moins intense. Et la viande blanche, comme le poulet, la dinde ou le lapin, c'est une viande qui est pauvre en myoglobine, ce qui donne une couleur plus pâle et une texture souvent plus tendre. Et ensuite, en troisième catégorie, on va voir les produits, les tripes, les produits tripiers ou les abats. Les tripes et les abats désignent non seulement les viscères des animaux, c'est-à-dire les organes contenus dans leur cavité crânienne, thoracique ou abdominale, mais aussi leurs glandes, leur tête, leurs pieds et leur queue. Ces morceaux un peu particuliers sont tombés en désuétude à cause de leur aspect et de ce qu'ils renvoient dans l'imaginaire collectif. Les consommateurs leur ont préféré des viandes à l'aspect plus aseptisé, généralement des viandes musculaires. Pourtant, cette mauvaise réputation des abats est loin d'être justifiée et on verra dans le chapitre qui leur est consacré l'importance capitale qu'ils peuvent revêtir pour la santé humaine. On va découvrir notamment que sans leur consommation, on est susceptible de passer à côté de bienfaits santé insoupçonnés, surtout quand on est en alimentation low carb et qu'on ne se supplémente pas forcément en vitamines et en minéraux. Par ailleurs, les abats sont d'un point de vue évolutionniste un aliment prisé et indispensable dans l'alimentation des êtres humains, de la préhistoire jusqu'à récemment, puisqu'ils font partie de beaucoup de cuisines traditionnelles et familiales. Ce n'est qu'après l'éclatement de la famille au XXIe siècle et l'érosion de ce qu'on pourrait désigner comme la cuisine paysanne ou la cuisine du village que les abats sont en train de tomber dans l'oubli. En ce qui concerne la distinction entre viande rouge et viande blanche, on peut considérer que les abats sont une famille à part entière. On peut les séparer en abats rouges et abats blancs, non pas par leur couleur, contrairement aux autres types de viande, mais par leur préparation par le boucher ou le tripier. Les abats rouges, c'est les abats vendus tels quels, crus, et qui n'ont subi que les parages indispensables.
C'est des morceaux à la couleur rouge comme le foie, les rognons, la rate, les poumons, le cœur, la langue, le museau, les joues, mais aussi des morceaux blancs comme la cervelle, les riz, les amourettes et les animaux. Donc tout ça font partie des abats rouges, même s'il y en a certains qui sont de couleur blanche. Et les abats blancs, ça va être les abats que le tripier échaude et blanchit, voire fait demi-cuire, qui leur donne une couleur blanc ivoire et ce qui permet d'éviter aux consommateurs de fastidieuses préparations ou de longues cuissons. Donc ça va concerner notamment la tête, la fraise, les pieds, les oreilles, le gras double ou les tétines. Ensuite, on a la charcuterie qui peut contenir à la fois de la viande rouge et de la viande blanche. Dans la viande rouge, en charcuterie, on va avoir la plupart des charcuteries classiques, hein, notamment le porc, comme le jambon, le saucisson, le pâté et le lard. Et en viande blanche dans la charcuterie, on va avoir du jambon de dinde, des saucisses de volaille ou des pâtés à base de poulet. Ces options sont notamment une alternative intéressante à la viande rouge, et notamment au porc, hein, pour celles et ceux qui n'en consomment pas. Alors, les viandes rouges, d'un point de vue nutritionnel, apportent des nutriments comme le fer héminique, qui est plus facile à absorber que le fer végétal, hein, des protéines complètes, du zinc et des vitamines B, notamment la B12. Cependant, la viande rouge peut être plus riche en graisses saturées, ce qui, en fonction que l'on soit en alimentation cétogène ou pas, et en fonction du mode d'élevage de l'animal, peut avoir des conséquences sur la santé. On y reviendra. La viande blanche, du point de vue nutritionnel, elle est reconnue pour sa plus faible teneur en graisses saturées par rapport à la viande rouge. Elle est une source de protéines de haute qualité, mais elle contient également des vitamines B, moins de fer et de zinc que la viande rouge. C'est pour ça que beaucoup de chantres de la diète carnivore sont très fans de la viande rouge parce qu'ils la considèrent comme étant plus riche en micronutriments que la viande blanche. On reviendra plus tard sur la pertinence de privilégier viande rouge ou viande blanche, et surtout viande blanche plutôt maigre ou viande blanche plutôt grasse, en fonction qu'on soit ou non en diète keto, et en fonction de la filière animale. On reviendra sur tout ça dans des contenus dédiés. Des études scientifiques semblent montrer que la consommation élevée de viande rouge, notamment transformée, peut être associée à des risques accrus de maladies cardiaques et de cancer, notamment le cancer colorectal. D'où l'importance de choisir des filières qualitatives de viande rouge, et on reviendra sur la façon d'identifier les bons morceaux de viande rouge et les bonnes filières. La viande blanche a quant à elle une meilleure réputation en raison de sa faible teneur en graisses saturées, et elle serait moins souvent liée à des risques de santé. Néanmoins, tout n'est pas aussi simple et manichéen, et on va découvrir que la viande rouge, à l'instar des graisses longtemps diabolisées, ne serait pas si mauvaise que cela, bien au contraire. On reviendra après sur les meilleurs morceaux de viande blanche à privilégier, sur le fait de consommer les morceaux gras ou maigres des viandes blanches, et sur la façon optimale d'articuler sa consommation de viande blanche avec les autres types de viande, notamment en diète keto méditerranéenne ou paléo-carnivore. Alors comment choisir entre viande rouge et viande blanche? C'est toute la question à laquelle on va tenter de répondre dans les contenus à venir de cette partie du guide, car les réponses sont beaucoup plus subtiles qu'elles n'y paraissent. En effet, selon la doxa, il est recommandé de privilégier la viande blanche à la viande rouge, et de limiter la viande rouge à 500 grammes par semaine maximum, en privilégiant les morceaux maigres, comme le steak haché à 5% de matière grasse par exemple. Or, on verra que les choses ne sont pas aussi simples et que selon les nouvelles théories nutritionnelles émergentes, il est possible, voire recommandé, de consommer de la viande rouge à condition d'être dans une alimentation à tendance céto-méditerranéenne, au moins maîtrisée en glucides, ou encore paléo-carnivore. Et à condition également que la viande soit issue de certaines filières de qualité et que l'on privilégie certaines coupes profitables pour l'organisme. On reviendra là-dessus dans les prochains chapitres du guide. Pour une alimentation équilibrée et diversifiée, il est tout de même recommandé de varier les morceaux choisis et les animaux choisis, que l'on soit pour ou contre la consommation de viande rouge en quantité. D'ailleurs, on suggérera ici non seulement d'alterner viande blanche et viande rouge, mais aussi de compléter son apport par des protéines végétales à petite dose lorsqu'on n'est pas dans une alimentation exclusivement carnivore, que ce soit pour le plaisir gustatif ou pour les bienfaits qu'une approche holistique peut apporter. Maintenant qu'on a appris à faire la distinction entre viande blanche et viande rouge, je vous donne rendez-vous au prochain podcast de cette grande partie du guide où on va s'intéresser aux différents animaux communément consommés par l'être humain et où on va pouvoir distinguer entre ces différentes familles d'animaux les meilleurs animaux, les meilleurs animaux dont les morceaux pourraient être les plus profitables dans la consommation humaine pour la santé, la longévité en santé, le maintien de la masse musculaire
et pour évidemment réduire au maximum la survenue de maladies métaboliques. Donc on se donne rendez-vous très bientôt dans la suite du guide Blueness. À très vite.